Bonjour à vous tous. On va faire maintenant un exemple de ce qu'on vient juste de voir, c'est-à-dire l'intervalle de confiance avec un niveau de confiance donné du paramètre moyenne pour un grand échantillon, c'est-à-dire un échantillon de taille au moins 30. Okay, je vous rappelle que c'est donné par la moyenne échantillonnale plus ou moins Z, la cote Z associée à la probabilité alpha sur 2, alpha étant la probabilité de se tromper, on la divise donc en 2, puisqu'on aura une probabilité de se tromper en surestimant la moyenne, on aura aussi une probabilité de se tromper en sous-estimant la moyenne. On considère que c'est réparti de façon égale, donc on divise par 2. Et sigma de x bar, l'écart type de votre variable aléatoire de moyenne échantillonnaire, qui est, je vous rappelle, S sur racine de n. OK, allons-y, allons-y. On va se faire un petit exemple ici bien vite. Et vous en avez plein à faire aussi dans les exercices proposés. Je vous suggère très fortement d'en faire, de toutes les faire. OK, je pense qu'il y en a 5 ou 6 là. Faites-les toutes, c'est pas très long à faire. Dans le cadre d'une enquête sur les dépenses des ménages québécois, Statistique Canada a établi que les 1574 ménages québécois de l'échantillon dépensaient en moyenne 1807 $ par année en restaurant, avec un écart type échantillonnal de 556 $. Construire un intervalle de confiance au niveau de confiance de 90% permettant d'estimer le montant annuel moyen des dépenses au restaurant pour l'ensemble de tous les ménages québécois. Vous voyez la force du résultat qu'on a trouvé là dans la dernière vidéo? Je pars d'un échantillon de 1500 ménages québécois et je vais être capable de tirer une conclusion sur l'ensemble de tous les ménages québécois. Il y en a combien? 2 millions peut-être? 2 500 000? Quelque chose comme ça. Okay, donc c'est très, je le répète, c'est très hot. OK, allons-y. Donc on va commencer par relire en mettant chacune des statistiques et des paramètres connus à l'écrit. Donc, établit que 1574 ménages québécois de l'échantillon. Donc ça, c'est la taille de l'échantillon. C'est votre petit n, 1574. La moyenne dépensait en moyenne. Qui dépensait en moyenne? Les 1574. Donc ça, c'est un échantillon. C'est donc x bar, c'est une statistique. Ce n'est pas un paramètre. Ça ne sera jamais des paramètres pour la simple et bonne raison qu'on veut estimer le paramètre. Okay? Donc ce n'est qu'une statistique. 1807 $. Avec un écart type, je vous rappelle que ça, c'est pas sigma, c'est S. Mais, qu'on peut prétendre qu'on estime assez bien S par sigma. On estime assez bien sigma par S, excusez. Qui est 556 $. 556 $. Puisque l'écart type d'un échantillon, en général, si vous avez un écart type sur une population, si vous avez retiré un échantillon, l'écart type à l'intérieur même de cet échantillon-là va être assez semblable à l'écart type de la population. Okay? L'écart entre les gens est conservé d'un échantillon à l'autre. C'est tout. Construire un intervalle de confiance au niveau de confiance 90%. C'est quoi 90%? C'est 1 moins alpha. 90%. On peut donc aller déterminer que alpha, c'est donc 10% la probabilité de se tromper. On peut même dire que alpha sur 2, je vais l'écrire ici, alpha sur 2, on peut le donner tout de suite. C'est ce qu'on va avoir besoin dans notre calcul d'intervalle de confiance. C'est donc 10% divisé par 2, 5%. Donc on a 5% de chance de sous-estimer et 5% de chance de surestimer la moyenne de la population. Okay? Je vais avoir besoin, je vais retourner voir ma petite formule qui est ici. J'ai besoin de quoi que je connais pas? Sigma de x bar. Vous voyez? X bar, je l'ai. Z de alpha sur 2, je vais aller le trouver. Sigma de x bar, je l'ai toujours pas. Je vais aller le trouver ici. Sigma de x bar, c'est donné par sigma sur racine de n. Notre sigma est écrit dans l'énoncé. C'est 556 $. 556 $ divisé par la racine de la taille de l'échantillon. On l'a ici, c'est 1574. Et on prend la racine carrée de ce nombre-là pour avoir un sigma de x bar égal à 14 bien rond. 14 et des poussières. On va arrondir ça à 14. Alright. J'ai besoin de z de
alpha sur 2. Alpha sur 2, c'est 5%. Donc, j'ai besoin du Z de 5%. Ben, ça, il faut aller regarder dans notre table de loi Z. Ok, je vais vous mettre ici. Ça, c'est ma table de loi student. Table de loi Z. J'ai dit 5%. On va aller trouver cette barre-là. 5%. Donc là, ici, vous voyez, j'ai une probabilité de 5,05% et juste à côté, j'ai une probabilité de 4,95%. Ils sont donc à égale distance de 5%. En général, on peut prendre un ou l'autre. Je vous ai suggéré de prendre la moyenne entre les deux. En fait, il me semble que je vous ai obligé à prendre la moyenne des deux. Donc, on a 1,645. Okay, notre code Z, 1,645. En prenant la moyenne entre les deux, on va gagner en précision. Ça fait beaucoup de choses pour aucune réponse encore. Mais tout ce qui reste à faire, c'est la formuler cette réponse-là. Notre intervalle de confiance au niveau de confiance de 90% est égal à, puis là on l'écrit, X bar 1807. Je vais écrire plus ou moins, si vous me permettez. Z de alpha sur 2, 1,645 multiplié par sigma de X bar, 14. Ce qui fait 18,07 plus ou moins. Donc, je calcule ça ici, ça fait 23 et 3. 23,03. Je vous rappelle que ce 23,03 là, on appelle ça la marge d'erreur de notre intervalle de confiance. Et maintenant, on peut soustraire et additionner notre 23 et 3 à notre moyenne échantillonnale. On va commencer par le soustraire. On va donc avoir 1783 et 97 et 1830 et 3. Ça, c'est la réponse ultime. C'est sûr que moi, dans un examen, je vais vous demander d'interpréter le résultat que vous obtenez. C'est ce qui est le plus intéressant de tout ça. C'est bien beau être capable de recréer ce que je viens juste de faire avec un exemple différent, mais d'interpréter selon le contexte encore plus intéressant. OK? Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver ici? À l'aide des statistiques, donc à l'aide d'un échantillon, de la moyenne échantillonnale, de l'écart type échantillonnal, j'ai été capable de trouver un intervalle, l'intervalle que j'ai trouvé ici ultimement, dans lequel se situe la moyenne de toute la population. Maintenant, regardons c'était quoi cette variable statistique-là. C'était le coût, me semble, le coût annuel dépensé au restaurant pour un ménage. Okay? Donc, on est certain, là je vous donne la réponse à l'oral, mais vous faudrez l'écrire là, à quelque part. Là. On est certain à 90% que la moyenne de tous les ménages québécois, les 2,5 millions de ménages québécois, dépensent en moyenne au restaurant entre 1783 et 97 et 1833. Faites attention, c'est la moyenne de tous. C'est pas tout le monde qui dépense entre ces deux valeurs-là. Il y a une très, très grande nuance. Ce que tu es en train de dire ici, là, tu es en train de dire que si tu prends tous les ménages québécois, tu prends le montant que chacun dépense au restaurant annuellement, pas mal certain qu'il y en a qui dépensent 100 000 en restaurant, ça se peut. Il y a des gens très riches qui dépensent beaucoup. Il doit en avoir qui dépensent 0 $ aussi. Mais pour chaque personne qui dépense 100 000, il y a une personne qui dépense 0 qui vient faire un espèce de retour de balancier. Et si on prenait la moyenne de tout le monde, de tous les ménages québécois, en moyenne, chaque ménage québécois dépenserait entre 1783 et 1830 $ en restaurant par année. Très beau résultat qu'on a là. C'est un beau résultat qu'on a pour les moyennes de les échantillons de grande taille. On va regarder maintenant ce qu'on peut faire avec les échantillons de petite taille, mais avant, on va voir si on veut avoir une marge d'erreur donnée. Okay? Si je te dis, ouais, moi ici, là, 23 piastres, là, ça me suffit pas. Là. Je voudrais avoir un intervalle, mais avoir juste une marge d'erreur de 5 $.
ben à ce moment-là, tout ce que tu as besoin de faire, tu sais que ton Z de alpha sur 2 ne changera pas. Tu sais que ton écart type ne changera pas, donc tu vas aller travailler sur ton N. OK? Parce que c'est la seule chose que tu peux changer là-dedans. OK? Donc, si tu vas avoir une marge d'erreur donnée, OK? Tu vas aller chercher une taille d'échantillon de cette ampleur-là. Z de alpha sur 2 fois l'écart type divisé par la marge d'erreur qui t'intéresse au carré. Okay, je vous ferai peut-être un petit exemple. J'ai passé par-dessus ce petit bout-là. J'en préparerai un exemple dans ma prochaine vidéo. Parce que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était qu'est-ce qu'on fait maintenant quand la taille d'échantillon est trop petite. Okay? Il y a un homme de la brasserie Guinness en Irlande, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui lui voulait justement faire des intervalles de confiance sur le nombre de millilitres que mettait sa machine dans les canettes de bière. Évidemment, il voulait pas gaspiller trop de canettes, okay? Parce que si tu ouvres plein de canettes pour tester il y a combien de millilitres dans tes canettes, si tu prends un grand échantillon, ben plus tu prends un grand échantillon, plus tu gaspilles de canettes, et c'est des canettes que tu ne peux pas vendre ou consommer, dépendamment de son désir. Okay? Donc, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a déterminé une nouvelle loi de probabilité qu'on appelle la loi de Student. Okay? Qui aide à, qui s'approche beaucoup de la loi normale, là, à l'exception près que c'est une courbe qui est un peu plus aplatie. Et elle prend en compte deux paramètres aussi, le degré de liberté, que je vous dirai c'est quoi, et une certaine probabilité. Donc lui a déterminé cette nouvelle loi de probabilité-là qui fonctionne. Oubliez la page 167, là, vous n'avez pas de volume, ça c'était pour un autre cours. Okay? Donc on va commencer par aller se familiariser avec cette loi de probabilité-là. Vous allez voir, c'est pas à se tirer à terre. On a trois petits exemples ici, là. Donc en paramètre, on a toujours le degré de liberté qu'on met comme deuxième paramètre dedans, et la probabilité qui nous intéresse, qui est le premier paramètre qu'on met dedans. Donc si on veut savoir la probabilité que la loi Student prenne des valeurs supérieures à ce qui est ici, je le réécrirai pas parce que je vais manquer de temps, il faut aller voir la table de loi Student que j'ai déposée sur Colnet déjà. OK? Oups, elle est ici. Il faudra que je lise c'est quoi? C'est 0,1, c'est la probabilité. 0,1, c'est-à-dire 10%. Et 20, c'est le degré de liberté. Donc, on va aller voir ça. Table de la loi Student. Vous voyez ce que vous avez ici, là? Vous avez exactement le même petit symbole, le petit V qui représente le degré de liberté. Puis ici, je vous ai mis alpha. On peut pas se tromper. OK? C'était 10%. OK? Donc, c'est dans cette colonne-là qu'on va trouver la cote T qui nous intéresse, la cote de Student. On a dit que le degré de liberté c'était 20, donc on va se rendre ici. Et voilà. La cote T qui nous intéresse, c'est 1,3253. OK? Donc 1,3253. C'est un peu l'équivalent de la cote Z que vous trouviez avant, mais là on trouve une cote T. Vous voyez que ça ressemble drôlement au code Z. Les codes Z, c'était 1,62 ou des affaires comme ça. 1,96. Ben ici, c'est des valeurs qui s'approchent de ça aussi. On va les faire lui ici. Alpha ici, c'est 2,5%. Et le degré de liberté, c'est 15. Donc, on va aller trouver ça. Degré de liberté 15 et 2,5%, il est ici. On descend ici, on va aller chercher ce qui est en lien avec 2,13, c'est 2,13. 14 et finalement c'est une probabilité de 0,5% et un degré de liberté de 4. Un degré de liberté de 4 et 0,5%, on serait ici. Je vais écrire 4,6. Bon, ça sert à quoi déterminer cette nouvelle loi de probabilité-là? Ben, bien entendu, à se faire un intervalle de confiance lorsque n est plus petit que 30. Donc, ici, je ne fais pas de démonstration. Ok, c'était beau pour la cote Z parce qu'on savait la manipuler. La cote T, c'est plus nébuleux un peu. Donc, c'est exactement la même bidule que pour les intervalles de confiance avec un grand échantillon, à l'exception près qu'à la place de la cote Z, on met la cote T. OK? Puis la probabilité, c'est alpha sur 2, la probabilité de vous tromper sur 2, de votre alpha que vous mettez ici. Et votre degré de liberté, c'est la taille de l'échantillon moins 1. Même chose à droite. Donc, je vais faire des exemples dans la prochaine vidéo.